Combien de dollars l'Ukraine a-t-elle reçu de la part des États-Unis depuis le début de la guerre? Et surtout, et c'est la question la plus importante, est-ce que l'Ukraine peut-elle survivre sans l'aide américaine? Alors vous le savez, il y a des négociations qui ont lieu actuellement entre la Russie et l'Amérique, en plus à Riyad. Donc en plus, le fait de l'avoir à Riyad, c'est un peu une humiliation pour les Européens parce que c'est une guerre qui se passe en Europe mais qui va se résoudre au Moyen-Orient. Mais on a des discussions préliminaires avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui allait rencontrer le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov. L'idée, c'est de un peu discuter sur les premières potentielles négociations pour un potentiel cessez-le-feu ou même potentiellement un traité de paix, en sachant qu'un cessez-le-feu et un traité de paix d'un point de vue juridique, ce n'est pas du tout la même chose. Mais voilà, on arrive peut-être à la fin d'une séquence dans laquelle l'Ukraine va devoir signer un cessez-le-feu avec la Russie. La question qui se pose, est-ce que ça va se faire selon les termes de Moscou? Pour l'instant, l'administration Trump semble être beaucoup plus en accord avec les principes dictés par le Kremlin, mais encore beaucoup de choses peuvent se passer. Mais surtout, est-ce que l'Amérique pourrait forcer tout simplement l'Ukraine à signer un accord de paix? Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine et d'ailleurs je suis actuellement en reportage avec des combattants tchétchènes dans une région pas trop loin du front. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous parce que je vais sûrement mettre en ligne certains des entretiens que j'ai eus avec eux. Et aussi sur cette chaîne, je parle de géopolitique et de relations internationales. Donc aussi abonnez-vous, c'est important pour le référencement, mettre des petits likes, etc. Donc on revient à la question de base. Est-ce que l'Ukraine peut-elle survivre sans les États-Unis? Alors Donald Trump a dit que depuis le début de la guerre, l'Amérique aurait donné 500 milliards de dollars à l'Ukraine, rien que ça. Et par conséquent, Donald Trump réclame 500 milliards de dollars à l'Ukraine sous forme de ressources naturelles, terres rares, etc., etc. Mais dans les faits, déjà Donald Trump avait dit 300 milliards il y a 2 semaines, mais dans les faits, l'Amérique, au bout du compte, n'a pas tant donné que ça à l'Ukraine. C'est même pas 1% de son budget fédéral. D'ailleurs, l'aide à l'étranger du budget fédéral américain, c'est toujours moins de 1%. Donc, c'est pas énorme non plus l'aide qu'ils ont envoyée. Mais ils ont envoyé en moyenne 100 milliards. Et d'ailleurs, Zelensky aujourd'hui a annoncé que les dépenses militaires de l'Ukraine depuis le début de la guerre s'élèvent à 320 milliards, donc ce qui est énorme. Mais donc 120 milliards qui viendraient de la société ukrainienne et du gouvernement ukrainien. Pour les gens qui connaissent un peu l'Ukraine, pour les gens qui se rendent en Ukraine ou qui suivent assidûment l'Ukraine, vous savez pertinemment que les brigades et la plupart des brigades fonctionnent grâce au système de financement participatif. Chaque famille, chaque citoyen ukrainien a certainement donné personnellement des milliers de dollars depuis le début de la guerre. Ça se fait au travers des applications, au travers de la pub, au travers tout simplement, par exemple, vous êtes à Kiev, vous allez à un concert, eh bien, le concert, 50% de la recette va pour les forces armées. Donc, il y a vraiment une société qui s'est engagée pour son armée. Et donc, ce n'est pas étonnant que 120 milliards de dollars viennent directement de la poche des Ukrainiens qui soutiennent leurs fils, leurs maris, leurs pères qui sont au front. Donc, 120 milliards vient de la société ukrainienne et 200 milliards vient des alliés occidentaux avec 50% européens, un peu plus de 50% européens et 50% américains. Donc, au bout du compte, 100 milliards qui vient de nos amis américains, en prenant en compte que c'est très important, c'est pas 100 milliards cash qu'on donne à l'Ukraine, c'est 80 milliards d'estimation de matériel militaire, d'ancien matériel militaire américain, qui sont envoyés en Ukraine, et après, avec les 80 milliards qui ont été levés par le Congrès, on refait des bons de commande dans le complexe militaro-industriel américain et ça va du coup directement dans l'économie américaine. Donc en gros, si les travailleurs de Pennsylvanie ont encore du travail, c'est grâce à l'Ukraine et c'est grâce à la guerre qui est menée par la Russie dans une certaine mesure. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Zelensky s'est rendu en Pennsylvanie pour remercier les ouvriers de Pennsylvanie qui travaillaient justement pour la création d'armes qui n'étaient pas destinées à l'Ukraine pour le coup, mais qui étaient destinées à renflouer les arsenaux américains avec du matériel de bonne qualité, alors que l'Ukraine en échange recevait du matériel de très bonne qualité, mais de qualité moindre. Donc pour la faire simple, en gros, l'Ukraine récupérait un peu le vieux matériel américain et l'Amérique, avec l'argent qu'elle avait récolté au Congrès, utilisait cet argent pour l'investir directement dans son complexe militaro-industriel. Donc au bout du compte, même si la part de l'aide américaine est importante, un tiers grosso modo, de l'aide générale qui a été donnée à l'Ukraine depuis le début de la guerre, en comptant l'aide de la population ukrainienne, ce n'est pas tant que ça au bout du compte. Un tiers c'est important, mais du coup la question, est-ce que l'Ukraine peut-elle survivre sans cette aide américaine?
Eh bien, elle l'a déjà fait. Parce que si vous vous rappelez bien, pendant pratiquement un an, toute l'aide américaine à l'Ukraine était bloquée par Donald Trump qui essayait de faire des négociations au sein du Congrès, etc. etc. Finalement, il a accepté de laisser les républicains voter l'aide au Congrès. Pas mal de théories circulent par rapport à ça, parce qu'il avait peur en fait que l'Ukraine s'effondre et qu'il ne puisse pas lui régler le problème par lui-même, même si je pense à titre personnel que le front ne se serait pas effondré. Et d'ailleurs, le front ne s'est pas effondré. Et quand moi, je me rendais à l'époque sur la ligne de front, et quand j'en discutais avec les soldats disaient, on a niet, nada, peanut, rien du tout, walou, d'armes américaines. Il n'y a plus rien, il n'y a pas un obus américain qui arrive dans le pipeline. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a eu la grande initiative de Peter Pavel, le président de République tchèque, qui est allé à travers le monde récolter plus de 1 million d'obus de 155 et de 120 mm, ce qui a permis à l'Ukraine de récupérer une capacité de feu. Mais surtout, et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est à ce moment-là que l'Ukraine a développé de manière critique et de manière accélérée la guerre des drones, en essayant de pallier le manque d'obus avec un maximum de drones. Et l'Ukraine a tenu. La Russie n'a pas réussi à saigner à blanc l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne a souffert, mais l'armée russe a également énormément souffert. Et du coup, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que l'Ukraine peut-elle survivre sans l'aide américaine? Eh bien, moi, je pense que oui, parce que si demain les Occidentaux continuent à apporter un soutien important à l'Ukraine, sans forcément même essayer de combler le manque à gagner américain, les Ukrainiens qui développent du low cost aussi, c'est ça qui est important, c'est que la guerre coûtait plus cher la première année que la troisième année, parce que la première année, on achetait beaucoup de matériel justement américain, européen, des obus. Un obus de 155 mm, pour vous donner une idée, c'est entre 5 000 et 10 000 euros. Quand vous savez que sur une ligne de front, à l'année, on tire 1 million d'obus rien que du côté ukrainien, faites le calcul en termes de coût par obus, c'est un coût colossal. Et dans une certaine mesure, alors bien sûr que les obus de 155 mm sont toujours utilisés de manière massive sur le champ de bataille, mais dans une certaine mesure, le drone qui coûte beaucoup moins cher, donc la production d'un drone varie, hein, ça peut aller de 500 euros à 25 000 euros, hein, donc ça varie, même beaucoup plus que ça, mais un petit drone FPV, c'est en général de l'ordre de quelques centaines d'euros parfois, et d'ailleurs la plupart du temps acheté par des bénévoles et des volontaires. Donc, la guerre coûte moins cher, et du coup, l'Ukraine a besoin de moins d'argent, même si elle a besoin toujours d'énormément d'argent. Et du coup, on arrive dans une séquence où, en fait, en tout cas c'est mon sentiment à moi, c'est qu'on se retrouve avec deux empires, l'empire américain et l'empire russe, qui se croient comme à Yalta en 1945, avec d'un côté les puissances européennes qui sont inexistantes et avec lesquelles on peut disposer et imposer une forme de Pax Americana, une Pax Soviéticus, etc., etc. Mais sauf que l'armée ukrainienne n'est pas défaite. La Russie n'a pas gagné la guerre en Ukraine. Et je pense que c'est très important, c'est que d'un point de vue militaire, la Russie n'a pas gagné la guerre, et quand dans des guerres asymétriques, c'est le plus fort qui a perdu. C'est la triste règle des guerres asymétriques. Vous prenez les talibans n'ont pas perdu, donc ils ont gagné. Et d'ailleurs, regardez 20 ans plus tard, c'est les talibans qui contrôlent Kaboul, point barre. Et donc c'est un peu la même chose, c'est que d'un point de vue purement militaire, l'Ukraine n'a pas perdu, et la Russie donc a perdu militairement. Maintenant, étant donné que les conflits sont multidimensionnels, il y a la dimension politique, économique, militaire et diplomatique, c'est là où la question se pose. Surtout que, encore une fois, la guerre russe en Ukraine était multidimensionnelle. Elle visait bien sûr à détruire l'État ukrainien, réimposer une forme d'étranger proche russe de gré ou de force en Ukraine. Donc ça, c'était vraiment une des raisons principales de la guerre. Mais il y avait aussi une guerre qui était faite contre l'Occident, en particulier contre les Européens de l'Union européenne, les Britanniques et bien évidemment les Américains. Et du coup, moi, un peu mon analyse que j'ai actuellement, c'est que quand on y pense, les Russes n'ont pas gagné militairement contre les Ukrainiens, ils n'ont pas encore gagné diplomatiquement ni politiquement, mais c'est une bataille qui va être très rude et c'est là où ça va être intéressant à analyser. Est-ce que les Ukrainiens vont-ils gagner la guerre aussi politiquement et diplomatiquement? C'est une très grande question, ou simplement une pause, parce que on risque tout simplement d'avoir une pause, un cessez-le-feu qui va permettre à chacun un peu de se réarmer et repartir comme en 40 dans quelques années. Et après, aussi, dans une certaine mesure, les Russes n'ont pas gagné contre les Européens, ils ont gagné dans une certaine mesure, mais les Européens peuvent perdre ou peuvent gagner la guerre. Mais en fait, les grands perdants au bout du compte de cette guerre, et c'est là où je pense que Poutine a gagné la guerre dans une certaine mesure,
c'est qu'il a gagné la guerre contre les Américains. Parce que via une guerre asymétrique et via une guerre hybride de désinformation, de propagande, avec des influenceurs alt-right qui ont été payés, financés par le Kremlin pour propager des mensonges sur l'Ukraine, mais aussi des mensonges sur l'Union européenne, des mensonges sur les libéraux, des mensonges sur les démocrates, au bout du compte, moi je trouve que l'Amérique a perdu la guerre. Parce que l'Amérique va descendre et va downgrader de grandes nations à nations moyennes. Parce que le fait d'abandonner un allié comme les Européens, le fait d'abandonner un allié comme les Ukrainiens, est-ce que vous pensez à un moment que les Philippins, Indonésiens, Singapouriens et surtout Taïwanais vont voir ça d'un bon œil avec la Chine qui est en train de lorgner avec aussi une volonté de leur part de créer un étranger proche qui soit sur leur coupe, d'ailleurs qui est plus ou moins déjà le cas. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la Chine va calmer ses ardeurs sur l'espace qu'elle dispute avec l'Amérique en sachant pertinemment qu'il faut juste monter le ton, proposer l'escalade pour avoir la désescalade, parce qu'au bout du compte, face à des empires comme la Russie, c'est la désescalade qui crée l'escalade, et c'est l'escalade qui crée la désescalade. On a eu un peu trop souvent dans nos pays, en Occident en particulier, en Europe, la peur de l'escalade, mais si vous regardez un peu la timeline de la guerre en Ukraine, c'est à chaque fois qu'on escaladait, qu'on désescaladait, et chaque fois qu'on désescaladait, que les Russes escaladaient. Et les Chinois aussi regardent ça d'un œil assez attentif. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump est en train de brader la grandeur américaine pour une victoire politique à petit prix et à court terme sur le dos de son propre peuple, de la propre grandeur américaine, et en pensant le faire sur le dos des Ukrainiens. Et en fait, c'est là où je pense qu'il est important de prendre en compte le fait que, et d'ailleurs Zelensky l'a répété, l'Ukraine a refusé des négociations dans des situations bien pires dans son histoire, notamment lors de Minsk 1 et Minsk 2, où l'armée ukrainienne était quand même vachement plus dans une mauvaise passe qu'elle l'est aujourd'hui, avec une armée russe qui est beaucoup plus dans une mauvaise passe qu'elle l'était en 2014-2015. Donc où est l'intérêt en fait des Ukrainiens à capituler devant la Russie et devant l'Amérique? En aucun cas. Et c'est pour ça que je pense qu'au maximum, on va avoir un cessez-le-feu qui va permettre aux Ukrainiens de se réarmer avec l'aide des Occidentaux. Pareil du côté russe où ils vont se réarmer, répétition générale. Et dans 4 ans, parce que je pense que le temps de se réarmer, relancer l'économie et se préparer pour, du coup cette fois-ci je pense vraiment à la Troisième Guerre mondiale, ça va prendre 2-3 ans. D'ici là, Donald Trump aura soit perdu les midterms, soit aura quitté la Maison Blanche après 4 ans de mandat, sauf s'il fait un coup d'État, sauf s'il fait un troisième mandat. Mais bon, je ne vois pas trop Trump faire un troisième mandat à 82 ans, parce que ça veut dire 82, 86, pourquoi pas, hein. Le mec pourrait très clairement le faire, mais il faudra voir aussi quel sera l'état de l'Amérique post-Trump 2.0, avec déjà les sondages de Donald Trump qui sont très mauvais, avec moins de 50% de soutien. C'est pour ça que je pense que les Américains ont une manière de se penser qui est un peu exagérée. Ils pèsent, indéniablement, mais ce ne sont pas les seuls à négocier. Les Européens aussi ont énormément de sanctions contre les Russes. Les Ukrainiens tiennent la ligne de front. Et les Américains ne représentent au bout du compte que, même si c'est important toujours, hein, 30% de l'aide à l'Ukraine. Donc je pense que l'Ukraine peut survivre encore 1 an et demi, 2 ans, sans l'aide de l'Amérique. D'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer, des midterms, des changements d'administration, et tout simplement aussi un sursaut européen, même si j'y crois pas trop, mais c'est possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre des commentaires et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de la guerre en Ukraine ou tout simplement de géopolitique et de relations internationales. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée.